Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des pages JSP. Les pages JSP constituent le deuxième type de composants web en Java avec bien sûr les servlets. Nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Pourquoi des JSP? Pourquoi les JSP ont été introduites dans la technologie Java EE? Comment ça fonctionne? Et finalement, quel type de code Java trouve-t-on dans une page JSP? Alors, il y a quelque chose qui est inacceptable avec les servlets, comme on l'a un petit peu déjà vu, c'est de générer du code HTML à partir du code Java. Nous avons vu que dans une servlet, on générait de l'HTML avec des out.println, et ça c'est bien évidemment inacceptable. Nous avons créé une petite page, et ça nous a pris quand même pas mal de code out.println. Alors imaginez maintenant si on crée une page assez énorme avec des animations d'images, avec des carousels, avec du code JavaScript, avec une bannière, avec des menus déroulants, etc. C'est carrément inacceptable, c'est ingérable tout simplement. Imaginez aussi si un web designer devait travailler sur la page web qui a été générée à partir du code Java. Donc imaginez-le un petit peu en train de se démêler un petit peu pour se retrouver dans tout le code HTML qui est inséré dans des out.println. Ça, c'est vraiment une solution absolument inacceptable. Et les concepteurs Java, Java EE, étaient conscients de ce problème-là dès le départ. Ils étaient conscients qu'il fallait absolument trouver une autre façon de faire et que juste avec des servlets, la technologie Java EE ne pouvait pas faire vraiment face à la concurrence qui était à l'époque les technologies comme PHP et ASP, la vieille technologie de Microsoft. Alors, donc il fallait absolument trouver une façon pour permettre aux développeurs de travailler plutôt sur des pages web, au lieu de travailler sur des classes, travailler sur des pages web avec des balises HTML dans lesquelles il va mélanger un petit peu du code Java. Donc, le problème qui était le leur à l'époque, c'est qu'on a un développeur qui veut travailler sur des pages web. C'est inacceptable encore une fois qu'il génère de l'HTML à partir des classes Java qui sont des servlets. Donc le programmeur veut travailler avec des pages web. Mais le problème, c'est que le code Java doit devenir une classe compilée en bytecode parce que la machine virtuelle Java ne connaît que les classes. Donc, dans un extrême, nous avons le développeur qui veut travailler sur des pages web. De l'autre extrême, nous avons la machine virtuelle Java qui ne connaît que les classes compilées en bytecode. Alors, il fallait quand même trouver une façon pour répondre un petit peu aux deux exigences, aux deux extrêmes ici entre le développeur et la machine virtuelle. Et c'est ça que font en réalité les pages JSP. Les concepteurs Java EE, ils ont créé la technologie des JSP de telle sorte à ce que le développeur puisse créer des pages JSP, c'est-à-dire des pages web dans lesquelles il va mélanger de l'HTML avec du code Java. Et ensuite, à la première fois qu'un utilisateur envoie une requête à la page JSP, le conteneur web Tomcat ou autre, ou le serveur d'application Glassfish ou autre, va prendre la page JSP, il va la traduire en servlet. Donc, en coulisses, la page JSP est traduite en servlet. La servlet va être compilée et c'est la servlet qui va être exécutée dans la machine virtuelle. À partir de là, chaque fois qu'un utilisateur envoie une requête à la page JSP, c'est en réalité la servlet correspondante qui traite la requête. Et ça, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que en coulisses, en réalité, les requêtes qui s'adressent au JSP sont traitées par une servlet correspondant à la page JSP. De façon plus détaillée, chaque fois qu'un utilisateur envoie une requête à la page JSP, le conteneur web ou le serveur d'application va vérifier est-ce que la page JSP a été modifiée depuis la dernière fois qu'il a fait la traduction en servlet. Si c'est le cas, il va refaire le travail. Donc il va régénérer une nouvelle version de la servlet pour tenir compte des modifications qui ont été apportées à la page JSP. Si la page JSP n'a pas été modifiée, ce travail-là ne va pas être refait et la requête de l'utilisateur va être transmise automatiquement à la servlet qui va la prendre en charge. Alors maintenant, quel code Java on trouve dans une page JSP? On trouve trois grandes catégories de code Java, des directives, des éléments de script et des actions. On va les voir un par un. On ne va pas tout détailler cette fois-ci. Certains de ces éléments ici, certains des types de contenus, on va les voir dans des prochaines vidéos, dans différents chapitres. Mais on va quand même dresser un tableau global aujourd'hui. On va commencer donc par les directives.
il y a 3 directives dans les JSP, la directive page, la directive include et la directive taglib. On va commencer par la directive page. Alors, la directive page permet d'activer un certain nombre de choses dans une page JSP. Donc, si je considère une page JSP dans laquelle éventuellement il y a de l'HTML, je peux utiliser la directive page pour différentes choses. Par exemple, je peux utiliser la directive page pour définir le type de contenu avec l'attribut content type. Je peux aussi définir l'encodage de la page, page encoding, par exemple ici UTF-8. Donc vous voyez déjà syntaxiquement, la directive, on l'insère avec la syntaxe inférieure %, suivi du nom de la directive, puis on termine bien sûr avec % supérieur. La directive page, elle produit ses effets par des attributs. Donc il y a plusieurs attributs. Vous avez ici à l'écran la plupart des attributs qu'on utilise habituellement. Donc par exemple, l'attribut import va servir pour importer une classe Java ou bien même un package. Okay. Je peux utiliser une même valeur de import pour importer plusieurs classes et interfaces, comme c'est le cas ici dans le premier exemple de import. J'importe l'interface list et aussi l'interface list iterator en séparant par des virgules, mais je peux aussi mettre plusieurs fois la directive page avec l'attribut import pour importer d'autres classes et packages. L'attribut import est le seul qui peut être présent plusieurs fois dans une même page. Les autres attributs de la directive page doivent être présents au maximum une seule fois. Alors, par exemple, l'attribut session ici, si on le met à false, c'est pour désactiver l'accès de la page à la session de l'utilisateur. La session qu'on va voir dans une prochaine vidéo quand on va parler de gestion de session. Si je ne veux pas qu'une page accède à la session de l'utilisateur, je mets session égale false. Sinon, je ne mets rien du tout. L'attribut session, il a une valeur true par défaut. Error page, ça c'est très pratique. Lorsque une exception se produit dans une page JSP, je ne voudrais pas que la page émette les messages d'erreur de l'exception qui vont s'afficher dans le navigateur de l'utilisateur. À ce moment-là, c'est très pratique de mettre l'attribut error page dans lequel on va spécifier le nom d'une page d'erreur, une page JSP, qui va automatiquement être affichée à l'utilisateur si jamais ma page JSP produit une erreur ou une exception. Et finalement, nous avons l'attribut buffer qui sert à gérer un petit peu le buffer, la zone tampon utilisée par les pages JSP. Alors l'attribut buffer, il a une valeur par défaut de 8 KB, 8 kilooctets. Si je veux désactiver le buffer, si je ne veux pas que ma page JSP ait une zone tampon, je fais buffer égale none. Sinon, je peux spécifier une autre valeur que 8 kilooctets, comme ici par exemple, je donne la valeur 64 kilooctets. Puis l'attribut autoflush, on met la valeur true, qui est en fait la valeur par défaut, pour dire dès que le buffer de la page est plein, il faut entre guillemets le flusher, c'est-à-dire il faut envoyer le contenu de la page au navigateur du client. Donc ça c'est la directive page. Alors on peut mettre des directives page n'importe où dans la page, mais elles sont toutes regroupées par le conteneur web ou le serveur d'application et puis appliquées d'un seul coup à toute la page. Donc, habituellement, pour des raisons de lisibilité, on les regroupe toutes au début de la page. Il n'y a aucune raison de les répartir un peu partout dans la page. Alors, on passe maintenant à la directive include. La directive include, elle sert à inclure des fichiers texte dans une page JSP. Par exemple, j'ai dans mon site une vingtaine de pages, puis cette vingtaine de pages-là se partagent le même menu, par exemple, la même bannière en haut, la même barre de navigation, ou le même pied de page, le même footer. À ce moment-là, est-ce que je dois dupliquer la bannière, le menu et le footer dans les 20 pages, de telle sorte à ce que si jamais je dois modifier la bannière ou le footer ou le menu, il faut que je modifie toutes les 20 pages. Ce n'est pas très pratique. Donc, c'est plutôt ce qui serait plus pratique, c'est de définir le contenu commun à toutes les pages dans une page JSP spécifique. Par exemple, si on s'intéresse juste au pied de page, je peux créer une page pied de page.jsp dans laquelle je vais mettre le footer, donc le pied de page, que je vais ensuite inclure dans toutes les pages de mon site avec la directive include. Donc à ce moment-là, la syntaxe ressemble un petit peu à la directive page, mais on va utiliser include à la place de page. Et on donne l'attribut file. Dans la valeur, ça va être la page que je veux inclure. À ce moment-là, comment est-ce que cette directive est traitée par le conteneur web ou le serveur d'application? C'est que justement, avant
que la page JSP soit traduite en servlet, le conteneur web ou le serveur d'application va aller chercher, il va copier le contenu de pied de page .jsp, il va le copier à la place de la directive include. Une fois qu'il a fait ça, il va traduire la page JSP en servlet et va la compiler. Nous passons maintenant à la directive taglib. La directive taglib donc va servir pour importer une bibliothèque de balises, par exemple les balises de la JSTL. La JSTL, c'est une bibliothèque standard de balises. Puis si je veux utiliser dans ma page JSP des balises de la bibliothèque JSTL, je dois utiliser la directive taglib pour l'importer. Et ça, on va le voir bien sûr bientôt dans une prochaine vidéo lorsqu'on va parler de façon plus spécifique de la JSTL. Alors syntaxiquement, donc la directive taglib s'utilise avec essentiellement deux attributs, URI dans lequel je vais spécifier l'URI de ma bibliothèque et préfixe pour attribuer un préfixe aux balises de cette bibliothèque-là. Alors par exemple, si je veux aller importer le module core, le module noyau de la JSTL, je vais utiliser URI égale http://java.sun.com/jsp/jstl/core. Ça c'est l'URI tel que ça a été défini dans la JSTL. Et le préfixe, habituellement, les développeurs Java fournissent au module core de la JSTL le préfixe C, même si techniquement vous choisissez vous-même le préfixe que vous voulez, mais la plupart du temps, les développeurs utilisent C. À ce moment-là, les balises du module core vont être disponibles dans ma page et je peux donc les utiliser. Par exemple, ici, nous avons la balise if qu'on va utiliser donc avec le préfixe c2.if, etc. Encore une fois, les balises de la JSTL, on va les étudier dans une autre vidéo séparément. Alors, donc ça c'est la directive taglib. Ensuite, on va passer maintenant aux éléments de script. Les éléments de script, il y a trois types, les scriptlets, les expressions et les déclarations. Les scriptlets, c'est ce qui correspond aux principaux éléments Java qu'on trouve dans une JSP, c'est-à-dire ce que vous ferez le plus dans une JSP, c'est des scriptlets. Même si on va simplifier ça avec la JSTL, mais c'est important quand même de comprendre comment mettre des scriptlets. Les scriptlets dans une page JSP, on les insère avec la paire de symboles inférieur %. Donc en fait, on sort du mode HTML et on rentre dans le mode Java, scriptlet. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? On met des traitements et des déclarations. Donc des traitements Java, ça peut être des déclarations de variables avec des initialisations, et puis ça peut être aussi des instructions. Par exemple, je peux déclarer une variable prix avec une valeur initiale qui est 1.75, je peux créer une variable quantité, je peux créer une autre variable montant hors taxe, je peux faire des calculs. Absolument tous les traitements qu'on trouve habituellement dans une méthode Java, on peut le trouver dans une scriptlet. Donc là, je calcule montant hors taxe et éventuellement, je peux afficher la valeur du montant hors taxe avec par exemple out.println. Puis là, je rentre un paragraphe. J'envoie donc au navigateur de l'utilisateur le paragraphe qui affiche le montant hors taxe et la valeur du montant hors taxe suivi du symbole $. Et puis, une fois que j'ai fini mon code Java, je ferme ma scriptlet avec % supérieur et je reviens donc au mode HTML pour éventuellement compléter ma page. Ici, on a utilisé out.println. Le out, il vient d'où? Le out, c'est un objet implicite. Alors, dans une servlette, on a vu que l'objet out, on l'a récupéré à partir de l'objet response avec la méthode getWriter. Mais dans une page JSP, out, il est automatiquement présent. Il fait partie de ce qu'on appelle les objets implicites. Les objets implicites sont créés automatiquement et mis à la disposition de la page JSP. Vous avez toute une série d'objets implicites qu'on peut aller voir ici. Donc en plus de out, nous avons request qui représente la requête de l'utilisateur. Donc si dans une page JSP, je veux accéder à un paramètre de la requête, j'ai juste à faire request.getParameter. Request est automatiquement disponible dans la page. Même chose pour l'objet response. Session qui représente la session de l'utilisateur. Donc ça aussi, on va y revenir quand on va parler de gestion de session. Application, ça c'est un objet qui représente l'application elle-même. Donc c'est le fameux servlet context qu'on avait avec les servlets. Page, c'est un peu l'objet this, c'est la référence this de la page JSP elle-même.
Page context, c'est un objet qui nous donne accès au contexte de la page, donc qui nous permet de retrouver différentes données créées dans la page. Et config, c'est un peu l'équivalent de servlet config. C'est un objet qui va nous donner accès à la configuration de la JSP si jamais on a défini une configuration de la page typiquement dans web.xml. Donc tous ces objets-là sont disponibles automatiquement dans toute page JSP. Alors, on va voir un autre exemple de scriptlet. Je peux donc, par exemple ici, invoquer la méthode getAllFavori de la classe FavoriService. Donc ma page JSP va donc solliciter la couche métier service pour aller chercher tous les favoris. Ensuite, je peux obtenir un itérateur sur cette liste-là. Je peux déclarer une variable favori également. Là, j'ai fini ma scriptlet. Je passe en mode HTML pour insérer par exemple la balise OL pour une liste numérotée, une liste ordonnée. Ensuite, je peux revenir encore en scriptlet pour aller parcourir avec l'itérateur la liste des favoris et afficher chacun des favoris dans un item de liste, un li/li, avec un out.println par exemple. Une fois que j'ai fini, je ferme le mode scriptlet et je reviens en mode HTML pour fermer donc ma liste ordonnée ou numérotée, le /ol à la fin. Voilà donc à quoi ressemblent des scriptlets. On va passer maintenant aux expressions. Donc, les expressions, si on revient un petit peu au premier exemple de scriptlet, on avait le out.println dans lequel on affichait donc le paragraphe, le montant hors taxe et suivi du montant, de la valeur du montant hors taxe, puis suivi du symbole $. Là, avec le out.println, on retrouve quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu dans les servlets. Il y a de l'HTML à l'intérieur des out.println. Ça, en réalité, on peut l'éviter grâce justement aux expressions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de générer de l'HTML dans des scriptlets avec des out.println, je peux éviter ça et sortir du mode Java, du mode scriptlet, et insérer mon paragraphe, par exemple ici, le montant hors taxe est, et après le 2 points, je veux insérer une valeur calculée, donc par exemple ici la valeur du montant hors taxe, suivi ensuite du symbole $, et je ferme le paragraphe à la fin. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser une expression pour aller chercher la valeur, évaluer la valeur de l'expression montant hors taxe et l'afficher au milieu de l'HTML. Alors, les expressions, ça se caractérise par la présence du symbole égal après le %. Donc vous voyez, c'est inférieur % égal, suivi d'une expression. Ensuite, on a un % supérieur. L'expression, ça peut être une variable, comme c'est le cas ici, montant hors taxe, mais ça peut aussi être une expression de calcul. Ça peut être un calcul arithmétique. Ça peut être aussi des objets. Si c'est un objet, il va être automatiquement converti en string avec sa méthode toString, et c'est ce string-là qui va être donc affiché à l'emplacement de l'expression. Donc c'est très pratique lorsqu'il y a beaucoup d'HTML dans lequel on va insérer du contenu dynamique qui est évalué par des expressions JSP. On va voir un deuxième exemple. Donc là encore, c'est la liste des favoris que j'affiche dans ma page JSP. Donc au lieu d'afficher les éléments de liste, les li/li avec des out.println, je peux simplement, après avoir récupéré le favori dans ma variable favori, je peux fermer le mode scriptlet, passer au mode HTML, et puis là je vais insérer mon li, qui est une balise HTML tout simplement, li/li, puis à l'intérieur, je vais mettre donc l'information que je veux voir apparaître dans la page, en prenant soin de mettre des expressions dans les parties qui sont dynamiques. Par exemple, la valeur de l'attribut href, ici, je vais mettre une expression qui va aller me chercher l'URL du favori avec la méthode getURL. Le texte du lien aussi, je vais utiliser une expression pour aller chercher le titre du favori et également pour aller chercher le courriel du propriétaire du favori. Je peux aussi utiliser une expression pour aller chercher donc avec la méthode getCourrielPropriétaire, le courriel du propriétaire du favori. Donc c'est ça un petit peu les scriptlets, c'est vraiment des raccourcis pour aller chercher des valeurs d'expression Java
directement sans avoir à faire des out.println. Passons maintenant aux déclarations. Donc le troisième type d'éléments de script, ce sont donc les déclarations. C'est quoi une déclaration? On va le voir tout de suite. Alors, supposons que je veux calculer le montant hors taxe. C'est prix fois la quantité, c'est assez simple. Mais imaginons que le traitement est plus complexe que ça et que ce traitement-là, j'ai besoin de le refaire plusieurs fois dans ma page. Ça peut être pratique pour un programmeur de définir une méthode qui va faire le calcul à sa place. Donc, techniquement, ça veut dire que le montant hors taxe va être évalué non pas par une expression arithmétique directement dans l'instruction, mais en appelant une méthode, par exemple, calcul montant, parce que typiquement, j'ai besoin de ce traitement-là plusieurs fois dans ma page et je ne veux pas le refaire à chaque fois. Encore une fois, dans l'exemple, on a pris juste une opération très simple, mais ça peut être un traitement plus complexe que ça. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est où est-ce que je vais définir la méthode calcul montant hors taxe? Je ne peux pas la définir dans une scriptlet, parce que dans une scriptlet, on met que les instructions, on met que ce qu'on trouve dans une méthode. Et je ne peux pas définir une méthode à l'intérieur d'une autre méthode. Ça n'existe pas en Java. Alors, c'est là qu'interviennent justement les déclarations. Si je veux définir une méthode dans ma page et que cette méthode-là, je vais ensuite l'utiliser dans toute la suite ou même dans toute la page au complet, même avant sa définition, je vais utiliser un bloc de déclaration. Le bloc de déclaration, syntaxiquement, c'est inférieur % point d'exclamation. C'est la présence du point d'exclamation qui nous dit que c'est un bloc de déclaration. Puis à l'intérieur, on va définir notre méthode ou nos méthodes. Je peux en mettre plusieurs. Et à ce moment-là, cette méthode-là est disponible dans toute la page. Est-ce qu'on peut définir des variables dans un bloc de déclaration? Techniquement, oui. En pratique, c'est très rare. Pourquoi? Parce que la méthode qu'on définit dans un bloc de déclaration va devenir une méthode dans la servlette correspondant à la JSP. Et une variable qu'on déclare dans un bloc de déclaration va devenir un attribut dans la classe servlet. À quoi sert un attribut dans une servlette? En général, c'est pas très pratique. Donc c'est rare que vous ayez à déclarer des attributs dans une servlette. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, on n'en a pas besoin. Comme on va le voir d'ailleurs bientôt quand on va mettre en œuvre notre architecture complète d'applications web, on va voir qu'on n'a pas vraiment besoin de déclarer des attributs dans une servlette. Alors une méthode dans un bloc de déclaration devient une méthode dans la classe de la servlette. On sait très bien qu'en Java, l'ordre dans lequel on place les méthodes n'a pas d'importance. Je peux mettre une méthode à la fin de la classe, puis l'appeler dans une méthode qui est au début de la classe. C'est la raison pour laquelle l'emplacement du bloc de déclaration n'a pas d'importance. Je peux très bien mettre le bloc de déclaration où je définis ma méthode calcul montant acheté à la fin de la page, mais je peux quand même appeler la méthode au début de la page. Okay? Puis aussi, à cause de ça, pour des raisons de lisibilité, habituellement on trouve un seul bloc de déclaration et on le place pour des raisons de lisibilité, donc au début de la page. Donc au début, on met un bloc, on définit toutes nos méthodes là-dedans dont on a besoin dans la page. Point de vue pratique, ce n'est pas tous les jours que vous allez faire des méthodes dans des blocs de déclaration. Donc ça termine un petit peu donc, le sujet des blocs de déclaration. N'oubliez pas le point d'exclamation, c'est lui qui distingue une scriptlet d'un bloc de déclaration. On va passer maintenant à la troisième catégorie, qui est celui des actions. Donc, il y a trois types d'actions. Il y a des actions standards, il y a des balises de la JSTL, mais il peut y avoir des balises personnelles. Okay? Alors, les actions standards, il y en a plusieurs. On ne va pas toutes les voir ici, on va voir quelques exemples, puis certaines de ces actions-là, on va les voir dans d'autres vidéos, dans différents sujets du cours. Donc, les actions standards, dans une page, je peux trouver l'action JSP2.forward, dont on va parler d'ailleurs dans la prochaine vidéo quand on va parler de collaboration. Ça, c'est un exemple donc d'action standard, JSP2.forward. Il y a un autre exemple d'action standard, c'est les include, JSP2.include, à ne pas confondre avec la directive @include. Il y a une différence entre les deux qu'on va expliquer également dans la prochaine vidéo.
Et on peut aussi citer, à titre d'exemple, l'action useBean qui va être utilisée pour créer des composants standardisés qu'on appelle des JavaBeans, qui sont des objets qu'on peut créer et manipuler dans des pages JSP. Ça aussi, useBean, on va la voir lorsqu'on va parler de la JSTL. Ensuite, les balises de la JSTL, encore une fois, il faudrait importer avec la directive taglib la balise, ou la bibliothèque plutôt de la balise, la bibliothèque de balise avec un préfixe, et ensuite on va utiliser donc ces balises-là en fonction du préfixe qu'on leur a attribué pour donc définir des balises dans la page JSP qui vont occasionner un certain nombre de traitements, comme on va le voir encore une fois dans la vidéo sur la JSTL. Donc vous avez deux exemples ici, la balise if, donc c2.if, et la balise for each par exemple qui permet de faire une itération, donc une boucle avec une balise de la JSTL. De la même façon, on peut définir nous-mêmes nos propres bibliothèques de balises. Donc je peux définir une bibliothèque de balises. La mécanique est assez simple, sauf que aujourd'hui c'est assez rare de faire ça. Donc je vais vous montrer un peu le principe ici, donc de balises personnalisées ou de balises personnelles. Ce qu'on appelle en fait les extensions de balises, c'est que je peux très bien créer ma propre bibliothèque de balises et dans une page JSP, je peux l'importer et l'utiliser. Donc je peux importer là aussi donc avec la directive taglib. Je vais spécifier l'URI que j'aurai défini dans ma bibliothèque, par exemple http://autodesk.com/jsp/tags par exemple. Et lorsque j'utilise la directive, je spécifie aussi le préfixe. Par exemple, ici, j'ai donné le préfixe MT. Et à partir de là, dans ma page JSP, j'ai accès aux balises de ma bibliothèque et je vais y référer avec le préfixe MT. Par exemple, MT de point ma balise, ainsi de suite. Donc, ça s'utilise exactement comme les balises de la JSTL. Mais encore une fois, la plupart des balises dont on a besoin en pratique sont déjà définis dans la JSTL, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très très rare qu'on ait besoin de créer des balises personnelles. Donc ça, c'est assez rare que vous ayez à le faire. Voilà donc pour ce qui est donc de un peu la théorie sur les JSP. Maintenant, on va aller faire un peu de pratique. Donc je vais aller à notre projet de gestion de favoris et on va créer une page JSP là-dedans, puis on va voir un petit peu quoi ça sert. Et puis par curiosité, on va aller jeter un coup d'œil dans l'espace de travail de Tomcat. On va voir à quoi ressemble la servlette qui a résulté de la traduction de la JSP. Okay? Donc là, j'ai pris un petit peu notre couche service qui contient la méthode getAllFavori qui va permettre d'aller chercher donc la liste de tous les favoris. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une page JSP. Je vais l'appeler favori.jsp ou bien index.jsp ou bien liste favoris. Ça n'a pas d'importance. Donc, je vais faire bouton droit sur mon projet, New JSP. Et là, je vais donner un nom, par exemple, favori. Okay. On va laisser la syntaxe standard JSP. Et on clique sur Finish. Et la page JSP est créée. Donc, on la voit ici. Elle est mise automatiquement par défaut dans Web Page. Donc, ça fait partie du dossier racine de l'application. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va commencer par exemple, mettre une scriptlet. Okay, donc, inférieur % comme ceci, % supérieur. Puis là, je peux mettre, comme je l'ai fait dans l'exemple, je peux faire double prix unitaire, par exemple, égal. Je peux mettre une valeur, mais si je suppose que la page JSP récupère la valeur du prix à partir de la requête, je peux faire request.getParameter. Okay? Exactement comme on l'a fait dans une servlette. Une page JSP, grâce à l'objet implicite request, peut accéder aux paramètres de la requête de l'utilisateur. Donc là, pour simplifier, je vais juste donner une valeur ici, par exemple de 0.6. Okay? Puis la quantité, qui peut être un int ou un double, on va dire quantité égale donc 20, disons. Et je peux calculer ensuite le montant hors taxe. Et là, je peux éventuellement faire calcul montant hors taxe. Je lui donne donc le prix unitaire et la quantité.
bien évidemment, j'ai un message d'erreur ici. Je vais déclarer donc la méthode calcul montant acheté. Je vais essayer de la mettre dans la scriptlet. Vous allez voir que ça va tout de suite provoquer une erreur. Donc c'est une méthode qui retourne un double, qu'on peut la rendre à la limite privée ou publique. Donc calcul montant hors taxe qui reçoit un double qui est le prix et un int qui est la quantité. Et vous allez voir que tout de suite, ça va signaler une erreur. On le voit déjà. Donc je fais return le prix fois la quantité. Et vous voyez, il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce que ce n'est pas sa place. On ne peut pas définir des méthodes à l'intérieur d'une scriptlet. Il faut vraiment que ce soit à l'intérieur d'un bloc de déclaration. Donc je peux faire comme ceci. Encore une fois, c'est la présence du point d'exclamation ici qui va dire que c'est un bloc de déclaration. Voilà, là ça a fonctionné. Encore une fois, je peux très bien, pour des raisons de lisibilité, mettre le bloc de déclaration au début de la page. J'ai aucune raison là aussi de répartir mes définitions de méthode en différentes déclarations réparties un peu partout. C'est plus simple et plus lisible de mettre un seul bloc et de le mettre au début de la page. Donc vous voyez maintenant, calcul montant hors taxe, ça a été calculé. Après, je peux sortir du mode JSP, de mode scriptlet, et je reviens au mode HTML. Et là, je peux insérer, par exemple, un paragraphe, comme ceci. Je vais dire le montant hors taxe, et deux points. Et je vais insérer mon expression. Donc, égal. Donc, montant acheté. Je peux rajouter après le symbole $. Et un point. Je sauvegarde tout ça. Et voilà donc ma page JSP qui, pour le moment, fait pas grand-chose. Calcule montant hors taxe, puis l'affiche à l'écran. On va quand même l'essayer. On va donc exécuter l'application. On va lancer l'exécution de l'application sous Tomcat 9. On voit donc ici la page qui s'affiche, l'application qui s'affiche. Il n'y a pas de page d'accueil. C'est pour ça qu'il y a un message comme ça. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'index.jsp ou d'index.html. Et même maintenant, je peux faire favori.jsp pour invoquer la page favori. Et on voit donc ici, m'affiche le montant hors taxe est 52. Donc 2.6 fois 20, ça donne 52. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, par curiosité, on va aller voir à quoi ressemble la servlette correspondant à cette page JSP. Donc, on va aller voir dans le Tomcat. Donc, je suis dans l'installation de Tomcat 9, donc celui que j'utilise actuellement pour l'application. Alors, chaque conteneur web, chaque serveur d'application, il gère les choses à sa manière. Ça, c'est transparent pour le développeur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est juste par curiosité pour vous faire prendre conscience qu'il y a bien une servlette qui a été générée à partir de la page JSP. Alors, en pratique, bien sûr, on ne modifie pas ce code-là qui est généré automatiquement par le conteneur web ou le serveur d'application. Alors, le conteneur Tomcat, il se trouve qu'il utilise un dossier qui s'appelle Work. C'est là qu'il stocke un petit peu tout son espace de travail. Donc, dans Work, il y a Catalina qui est un peu le nom industriel de Tomcat, localhost, puis là, on va trouver donc gestion favori, qui est le context path de notre application. Donc, l'application, elle est là. Et vous voyez qu'il a généré un package qui commence par org apache JSP. Et là, on voit favori _ JSP.java. Donc, chaque page JSP, la page par exemple favori.jsp, la servlette correspondante générée par Tomcat va s'appeler favori _ JSP. Elle est bien sûr dans un fichier .java qui est ensuite compilé en fichier .class qui est le bytecode comme on le voit ici. Alors, si j'édite ce fichier-là, on va aller voir, donc ça c'est une classe, vous voyez un petit peu, c'est une classe qui dérive d'une autre classe qui n'est pas HTTP Servlet, mais c'est une classe qui fait partie de Tomcat, parce que chaque conteneur web, chaque serveur d'application implémente l'API des servlets à sa manière. Bien sûr, il y a le contrat de l'API à respecter, mais après à l'interne, la façon dont les classes fonctionnent, chaque conteneur web et chaque serveur d'application est indépendant dans l'implémentation. Alors, on voit déjà ici la méthode calcul montant hors taxe qui a été générée. Donc, elle est placée
dans la classe. C'est une des méthodes de la classe. Et la méthode qui traite la requête, donc l'équivalent de doGet, doPost ou processRequest, dans Tomcat, c'est une méthode qui s'appelle JSP Service, underscore JSP Service. C'est la méthode qui va traiter la requête. Puis à l'intérieur de cette méthode-là, on trouve un certain nombre d'objets qui sont spécifiques à Tomcat. Puis on voit ici tout le code HTML de la JSP qui a été généré par des out.write dans la servlette. Donc, ce que on nous a évité comme développeurs, de ne pas avoir à générer de l'HTML à partir des out.println ou des out.write, en réalité, Tomcat l'a fait pour nous. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous, comme développeurs, on travaille vraiment sur des pages web qui sont des pages JSP. Et c'est pas à nous d'écrire le code que vous voyez en ce moment à l'écran. On voit ici la scriptlet qui a déclaré les deux variables, puis calculer le montant hors taxe à partir d'un appel à la méthode calcul montant acheté. Ensuite, on voit ici l'HTML aussi du paragraphe et l'expression a été traduite en out.print montant acheté. Donc ça, c'est vraiment cette ligne-là. C'est le résultat de cette expression ici. Après, bien sûr, on va trouver l'espace et le dollar, comme on le voit ici, l'espace et le dollar. Ensuite, slash body, slash HTML. Donc, vous voyez, à partir de là, c'est cette servlette-là qui répond aux requêtes qui s'adressent à la page favori.jsp. Et dès que vous modifiez la page JSP, Tomcat va le détecter puis va régénérer une nouvelle version de la servlette. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on va compléter cette page-là en allant un petit peu faire ce qu'on a fait dans la servlette, c'est-à-dire on va juste afficher la liste des favoris. Okay? Pour afficher la liste des favoris, donc on va venir ici, on va mettre par exemple, je vais prendre ce titre ici, je vais le mettre un peu plus bas. Ici, je vais l'appeler donc liste de tous les favoris. Okay. Et puis à l'intérieur, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les favoris. Le code qu'on a mis dans une servlette, on va le retrouver ici dans une JSP. Donc je vais aller chercher d'abord donc une liste de favoris. Vous allez voir que je vais l'appeler liste. Vous allez voir qu'il va me demander d'importer un certain nombre de choses. Donc ici, il va me dire que je ne connais pas la classe favori, donc je vais l'importer. Et également l'interface list du package java.util. Je vais l'importer aussi. Puis vous voyez un petit peu, il a généré ici la directive page 2 fois pour importer l'interface list et la classe favori. Puis il va faire ça pour toutes les autres classes dont on a besoin. Alors ici, donc je vais faire favori service .get all favori. Okay. Donc là, vous allez voir qu'il a importé aussi la classe favori service. Et maintenant, je peux chercher l'itérateur. Un itérateur de liste, ce qui va me permettre de parcourir des favoris. Donc je vais l'appeler aussi IT ici. Et c'est bien évidemment la liste qui va me fournir l'itérateur. Là encore, on va importer donc l'interface listIterator. Et maintenant, on va pouvoir parcourir la liste. Alors, une petite parenthèse ici. On voit que la page JSP va aller chercher la couche métier service. Elle utilise la classe favori service pour aller obtenir la liste. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? C'est pas aujourd'hui qu'on va répondre à cette question-là. Lorsqu'on va parler de collaboration dans une prochaine vidéo et plus tard aussi lorsqu'on va parler d'architecture MVC, on va détailler un petit peu ce genre de choses-là. Pour le moment, on va laisser comme ça, mais on verra à terme quel rôle on va attribuer à des pages JSP et quel rôle on va attribuer à des servlettes. Alors maintenant, donc on va juste parcourir cette liste-là. Donc c'est une boucle while. Bien évidemment, j'ai besoin d'une variable favori. Donc ça va être ici while it.hasNext. Donc il y a un élément suivant à parcourir. Et je vais donc utiliser une variable de type favori, que je vais appeler tout bêtement favori, pour récupérer donc le favori suivant avec l'itérateur.
comme ceci. Alors ensuite, on va afficher les informations du favori. Ce que je vais faire ici, je vais fermer le mode scriptlet et je vais insérer donc de l'HTML dans lequel je vais incorporer des expressions. Alors bien évidemment, on a besoin aussi de la balise OL. Donc je peux couper, avant le while, je peux couper aussi mon scriptlet pour insérer la balise OL. Mais techniquement, je peux aussi définir ma balise OL ici. Et je vais bien évidemment fermer la balise OL à la fin. Comme ceci. Et maintenant, ici, le while, je vais le couper en fermant donc ma scriptlet et en rouvrant une autre, comme ceci. Entre les deux, je vais donc insérer ma balise LI, comme ceci, dans laquelle je vais mettre donc un lien d'abord, avec href égale comme ceci. Et maintenant, à l'intérieur de href, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais insérer mon expression qui va chercher l'URL du favori. Donc, inférieur % égal jusqu'à % supérieur. Et là, je vais faire favori.getURL. Comme ceci. Alors, je vais aller copier-coller pour aller plus vite. Le texte du lien, donc entre la balise A et la balise /A, ça va être donc le titre du favori. Donc ça va être ici get titre. Et je vais dire le courriel du propriétaire. Donc je vais afficher ici donc le courriel du propriétaire. Comme ceci. Et voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on a combiné donc, des directives page pour importer les classes. J'ai ici un bloc de déclaration pour définir une méthode. J'ai différentes scriptlets alternés avec de l'HTML et aussi avec des expressions, comme on le voit un petit peu ici. Alors, je sauvegarde tout ça. Je reviens donc dans le navigateur pour tester la page. Et voilà. Donc, il m'affiche liste de tous les favoris. Et on voit ici donc la liste des favoris. Bien évidemment, quand je clique, le cible du favori vient remplacer ma page, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc je vais juste rajouter, comme vous le savez déjà dans HTML, je vais juste rajouter l'attribut target. Et là, je peux mettre par exemple underscore blank. Si je veux que ça s'affiche tout le temps dans un nouvel onglet, je fais comme ceci. Et à ce moment-là, quand je reviens, je rafraîchis ma page. Si je clique quelque part, on voit maintenant la cible du lien apparaît dans un nouvel onglet et l'utilisateur n'a pas quitté mon site. Donc voilà pour ce qui est donc des pages JSP. Et bien évidemment, dans toute la suite, on va combiner des pages JSP et des servlettes pour mettre en place ce qu'on appelle donc une architecture MVC. Et donc, on va compléter petit à petit notre application de gestion de favoris. On va introduire la gestion de session. On va parler de EL et JSTL, et ainsi de suite. Donc, ça clôt un petit peu ici notre vidéo sur les pages JSP. Merci de votre attention et à la prochaine.